Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'information pour une émission spéciale entretien avec un grand témoin de la médecine. Membres robotisés, capacité physique décuplée ou intelligence artificielle, et si la révolution numérique en médecine était pour demain? C'est ce que nous prédit notre grand témoin, notre invité du jour. Après nous avoir prévenu dans son précédent ouvrage qu'il fallait s'attendre à la médecine sans médecin, il récidive dans son rôle de lanceur d'alerte avec Homo Artificialis, plaidoyer pour un humanisme numérique, paru en janvier aux éditions Michalon. C'est le professeur Guy Valencien qui, après une brillante carrière d'urologue, consacre désormais son temps à réfléchir sur l'avenir de la médecine. Et croyez-moi, son avis compte beaucoup dans et en dehors du corps médical. Bonjour Guy Valencien. Bonjour Jean-François Lemoine. Alors, si je résume la lecture de votre livre, je dirais oui à l'homme réparé, non à l'homme augmenté. C'est à peu près un bon résumé ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui la capacité de réparer l'homme souffrant, l'homme, la femme, l'enfant, blessé, handicapé ou malade. Ça, c'est pas nouveau. Il n'y a pas de problème. Avec tous les éléments de la technologie qui nous font déjà être des cyborgs, des êtres mi-bioniques, mi-chairs, puisque nous avons des prothèses de tout genre, des systèmes, des pacemakers, des systèmes qui nous aident, des pancréas artificiels. On peut inventer tout ce que l'on a. Enfin, le pacemaker, ça fait 40 ans, le pancréas, c'est pas fait encore. Absolument, mais c'est en train de venir. Je veux dire, on est bien d'accord, mais on a tous les outils qui permettent de nous aider à nous réparer. Et toute la problématique aujourd'hui est de savoir si oui ou non, on nous demandera en tant que médecin d'aller nous augmenter. Je prends un exemple, mais très concret. C'est la petite fille qui, dans 10 ans à peine, Sophie, elle revient de classe avec, non pas son cartable, mais sa tablette, et elle voit sa maman, elle dit « Maman, tu sais, Caroline, ma copine qui est avec moi en classe, son papa lui a offert des jeux qui volent la nuit à Noël. Est-ce que je pourrais en avoir ?» Et bien, que va répondre la mère ? Oui. Ma fille, t'es une fille, tu restes comme tu es, et de la faire devenir une sous-fille, ou est-ce que oui, on va t'en offrir aussi, on va te mettre des rétines à ultraviolet, à infrarouge. Comme m'aurait dit mon père, on n'y est pas rendu, mais... ça y est presque. Enfin, ça y est presque. Disons qu'on peut imaginer que ça arrive. Alors vous dites, je répète, oui à l'homme réparé, non à l'homme augmenté. Alors, de quel droit vous portez ce jugement définitif ? Alors, de quel droit ? Du droit d'une conscience humaine qui est la mienne, c'est tout. Je dis simplement que je ne veux pas augmenter mes capacités cognitives et physiques sans but. Dans quel sens ? On est, avec cette mutation numérique, on est dans le pur quantitatif. On vous parle de quotient intellectuel, on vous parle de puissance d'ordinateur, de pétaflops, de mégabits. On ne parle jamais de partage, jamais d'amour. Or, le biologique que je suis n'a rien à voir avec la machine. Et donc, je n'ai pas envie de m'augmenter. Oui, mais je vous trouve un petit peu comment dire, pas péremptoire, mais définitif. J'aurais dit, par exemple, vous allez me dire, je peut-être me trompe, oui à l'homme réparé, mais sans acharnement, et pourquoi pas l'homme optimisé, ça aussi, c'est un certain sens. Alors, la frontière est difficile, parce qu'effectivement, on me dit... Oui, mais vous dites non. Moi, je vous dis peut-être. Moi, je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin de vivre plus longtemps. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la densité d'être. Qu'est-ce que ça peut faire de vivre 200 ans, 300 ans, comme certains, ou 1000 ans, comme certains le pensent ? Mais ça n'a aucun intérêt. Vous savez bien que les moustiques, 250 millions d'années de vie, ils sont tout petits et ils durent 15 jours. Et plus on dure, les dinosaures sont devenus énormes et ont duré, ils sont morts. Je suis d'accord, mais encore faudrait-il demander son avis à un moustique de 4 jours. Mais bon. Une petite précision, cette émission est enregistrée car nous sommes actuellement aux États-Unis, en congrès, donc pas de questions. Alors, Guy, l'homme réparé, on va y aller progressivement, parce que là, on a appâté tout le monde avec chez la petite qui va acheter des yeux, peut-être un sexe d'un mètre 50 de long. Pourquoi pas, voilà, pour un petit garçon. Pour un petit garçon. L'homme réparé, on y est depuis plus de 50 ans. La prothèse de hanche, les valves, c'est devenu de la routine, ça. Oui, complètement. Mais ce sont des instruments pour l'instant inertes, mais on a de plus en plus des instruments qui sont et qui seront connectés à des ordinateurs pour nous piloter. Alors, vous êtes un pionnier de la robotique. Vous avez utilisé les robots depuis quand ? Écoutez, j'ai commencé oui, ça fait 20 ans, 22 ans, en 1995-96, en utilisant tout d'abord une simple optique pour la chirurgie célioscopique, donc la chirurgie avec les tubes, et il s'agissait simplement de télécommander l'optique. Droite, gauche, zoom, arrière, à la voix, sans avoir l'aide qui tient la caméra, ce qui était beaucoup mieux, parce que l'aide peut se fatiguer, il voit de travers, il ne suit pas vraiment. Tandis que là, c'est moi qui ai automatiquement dirigé l'optique. Puis ensuite, je me suis mis à la table,
à la console de travail, quittant la table d'opération où j'étais debout, les mains plongeant dans l'abdomen du malade. Et là, je me suis retrouvé à 3 mètres avec des joysticks, une vision au fur et à mesure de plus en plus augmentée. Mais la prostate que j'opérais, elle était grosse comme une noix, je la voyais comme un melon, avec donc une précision augmentée. Et puis quand je fais mes gestes à la main, je ne peux pas dépasser 200 degrés de pronosupination. Le bras télémanipulé, il fait 360 degrés, 1000 fois dans un sens, 1000 fois dans l'autre. Donc ça ressemble à ça aujourd'hui, un robot en neurologie ? Oui, l'outil permet de faire mieux. Et l'outil, demain, fera mieux lui tout seul. C'est terrible d'entendre ça, parce qu'on se disait, mais comment la main du chirurgien... Justement, vous n'êtes pas logique. Mais si... Dans votre raisonnement. Mais si, on va s'arrêter 30 secondes. Bon, vous considérez, vous dites, je suis un chirurgien Nintendo, c'est plutôt, ça vous donne la cote auprès de vos petits-enfants, mais chirurgien du futur, vous n'êtes pas posé de savoir la question si vous alliez mettre la moitié des chirurgiens au chômage avec cette technique-là, quand vous êtes allé là-dedans sans réfléchir aux incidences. Si, j'ai pensé à moi-même. Je me suis dit, est-ce que j'embarque dans ce domaine tout nouveau en travaillant avec les ingénieurs pour développer et améliorer les produits qu'ils nous proposaient, ou est-ce que je reste le chirurgien traditionnel qui va persister, notamment dans tous les cas de complications, dans tous les cas difficiles. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec les moyens de l'imagerie et de la biologie, on détecte les lésions, notamment les cancers, à des stades extrêmement précoces. La boule d'1 centimètre dans le pôle supérieur du rein. Et là, un robot peut aller complètement dézinguer la lésion sans avoir besoin de la présence humaine. Non mais là, d'accord, là on était dans le rêve, on est dans la réalité. Quand les robots sont apparus, vous ne pouvez pas nier que des voix se sont élevées contre eux. Et ils avaient tort, vous nous le prouvez aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas à votre tour d'être un peu réactionnaire ? Alors, on a tout entendu, on a tout entendu à l'époque. Oui, c'est de la chirurgie pour manchots. Et que se passe-t-il, que se passera-t-il si tout d'un coup le robot se met avec son laser à dézinguer tout le personnel de la salle d'opération, malade compris, enfin bref. Tous les fantasmes, on les a entendus. Je ne sais pas pourquoi non, je ne sais pas pourquoi je serais devenu réactionnaire. Je dis simplement... Parce que vous, face à des nouveautés qui arrivent, qui peuvent ressembler à celles du robot, vous dites non, moi je veux pas. Attention, le robot n'est qu'un outil. Oui, n'est qu'un outil. C'est l'homme réparé. Non, il améliore ma prestation. Il ne m'augmente pas intrinsèquement. Pardon, je veux faire la différence. Ce que je refuse, c'est d'être augmenté dans ma cognition. C'est-à-dire qu'on me mette des électrodes qui me connecteraient à un cloud incroyable où je pourrais télécharger mon cerveau et qu'on me rajoute de la connaissance. Donc, je n'en veux pas. Donc vous ne mettez pas de limite à la réparation de l'homme ? Non, je dis que là, la science, pas de principe de précaution. Tout doit pouvoir être fait pour comprendre le monde, pour comprendre la vie dont nous faisons partie. Mais surtout pas de principe de précaution. Je répète, je vois une absence quand même de logique dans votre raisonnement. Quand vous dites « j'ai pas envie de vivre tant d'années parce que... » Sauf que l'homme réparé va vivre plus longtemps et dans des conditions pas forcément très bonnes. Vous allez réparer certaines choses, mais il y a des choses que vous ne réparerez pas. Est-ce que le fait de réparer à l'excès l'homme n'est pas aussi déjà une première étape que vous avez franchie, mais que l'éthique ne devrait pas franchir ? Non, parce que je n'ai pas franchi cette étape. J'utilise des instruments. À la limite, le robot, ce n'est pas plus, pardonnez-moi, mais ce n'est pas plus que la pince, le bistouri et l'écarteur que j'utilisais avant. Donc vous êtes pour mettre une prothèse totale de hanche à quelqu'un qui souffre d'une maladie d'Alzheimer en stade avancé, ça ne vous dérange pas, ça ? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre une prothèse de hanche à quelqu'un qui a un Alzheimer extrêmement avancé. Si c'est pour ne pas lui permettre d'être plus autonome alors qu'elle ne l'est plus du tout, ça n'a aucun sens. En revanche, sur quelqu'un de 80 ans qui est en forme mais qui a son arthrose qui le gêne, oui, parce que l'usage qu'il en fera lui permettra de plein d'actions, notamment de s'occuper de ses petits-enfants qu'il ne pouvait plus faire. Je répète, il faut bien comprendre, il s'agit d'utiliser tous les instruments que l'on construit avec les chercheurs, avec les ingénieurs. Il n'y a pas de discussion. Ce que je ne veux pas, c'est m'augmenter moi-même, corps et esprit. Voilà. On va y venir. Là, on reste sur l'homme réparé. Parce que je pense que dire oui à l'homme réparé, c'est aussi ne pas forcément poser le problème dans toute sa dimension éthique. C'est pour ça que je viens un petit peu vous taquiner. Mais c'est bien, mais voilà. il faut. J'ai une question que je voulais vous poser. Est-ce que l'homme est mieux réparé par un chirurgien moyen équipé d'un robot que par une star du bistouri comme vous ? C'est une question. Ce que je peux dire, c'est que la robotique chirurgicale aide le chirurgien qui n'est pas forcément très doué. Alors la question, c'est de savoir pourquoi l'a-t-on fait chirurgien ? Ça, c'est un vrai débat de formation et je pense que tant qu'on ne mettra pas les jeunes étudiants en médecine à des tests très simples,
chronométré de savoir-faire manuel, et même avec les joysticks, on n'avancera pas. Parce qu'on a à peu près, on sait dans ce métier, 5% d'entre nous qui sont malheureux parce qu'ils ne savent pas faire. C'est ce qui s'est passé dans les avions d'Air France, où les polytechniciens qui étaient recrutés ne savaient pas piloter. On a fini par remettre des gens qui savaient piloter. Oui. C'est un peu ça, votre raisonnement. Donc je pense que... Mais quand même, vous ne répondez pas totalement à ma question. Un chirurgien moyen, c'est-à-dire qu'il y a quand même... il y a les stars du bistouri, on les connaît, et vous en faisiez partie. Et puis il y a ceux qui sont des chirurgiens moyens. Est-ce que le robot compense la qualité, la différence qu'il y a entre vous deux? Alors scientifiquement, il n'y a pas eu d'études là-dessus. Ouais. Donc on ne peut pas savoir. C'est difficile de se dire qu'on est chirurgien moyen ou bon. Est-ce que les interventions avec les robots font moins de problèmes que les interventions Alors sans il y a eu robots? des complications que l'on n'attendait pas et que l'on a compris. Comme toujours, vous savez, là encore, tant qu'on ne fait pas, la précaution nous empêcherait de faire et il faut de toute façon y aller. Aujourd'hui, on a compris et c'est vrai qu'on a une technologie qui est quand même de plus en plus sûre et qui permet d'assurer des interventions sans véritable dégâts. C'est clair ça. Autre question délicate. Vous avez décidé d'arrêter d'opérer parce que vous dites, il y a un moment, on n'a plus forcément la pression du geste. Sauf que le robot, lui, il n'a pas d'âge. Et que le robot, il compense. Si vous avez un tremblement, il compense. Au moment où on manque de chirurgiens, on manque de gens, est-ce que une décision comme la vôtre devrait être revue, peut-être? Bonne question. Oui, à l'âge que j'ai 71 ans, j'ai arrêté. J'ai arrêté depuis 6 ans. Chemouet a opéré jusqu'à 85 ans. Hein. Oui, mais je ne suis pas sûr que... Enfin, je ne sais rien. Chambouet était un grand bonhomme, mais je me méfie. Nous avons... c'est comme les artistes, nous avons une courbe gaussienne. Et je ne veux pas me retrouver comme Aznavour à 90 ans, chevrotant, totalement, quasiment inaudible par rapport à ce qu'on a connu. Donc surtout, sachons continuer à consulter, parce que plus on consulte, et plus on prend d'âge dans la consultation, plus je pense, l'expérience fait qu'on a la bonne décision. En revanche, sur le geste, il y a une maturité à avoir et ne pas aller au-delà. Je pense que la courbe d'un chirurgien, c'est du 40-60 ans. Et là, il est à son top entre les deux. Après ça, avant, il apprend, et après ça, c'est parfois plus difficile, ne serait-ce que physiquement. Ça tombe bien, Charles Aznavour est en ligne, il a une question à vous poser. Je plaisante, bien évidemment. Pourquoi on fait faire tant d'années d'études à des chirurgiens pour, en fin de compte, en faire des assistants de robots? Est-ce que ça ne serait pas plus simple de les mettre un peu plus vite sur le terrain avec des bons robots? Ah, bonne question, parce que je suis de ceux qui pensent que les études médicales, globalement, sont beaucoup trop longues, et les étudiants le savent, il y a 2 ans de perdu minimum. Donc on pourrait passer véritablement aux licences, master, doctorat, 8 ans, et c'est fini, voire moins. Notamment avec les outils de la simulation, qui nous permettent aujourd'hui de tester toutes les formes des plus complexes de situations, les répéter autant de fois. Et je pense qu'on ira beaucoup plus vite. Donc la réponse est clairement oui. Oui, et je suis convaincu que nous aurons demain des ingénieurs opérateurs qui seront programmés, certifiés pour un robot donné sur une aire anatomique donnée. Comme certains chirurgiens ne font que le pied. Exactement. Ils seront formés en 4 On obtient une réduction des coûts avec le robot ou pas? Non. Enfin, on réduit. C'est vrai que le robot permet aujourd'hui de la chirurgie ambulatoire, notamment dans la prostatectomie radicale. On peut aller à l'ambulatoire. On ne peut pas dire qu'on réduise considérablement les coûts, compte tenu du fait que le robot, parce que pour l'instant il y a globalement un seul qui est vraiment commercialisé, reste extraordinairement cher. Mais la concurrence arrive, donc le prix va chuter immédiatement. On va passer à des robots 2 fois, voire 3 fois moins chers. Un peu comme la lithotripsie extracorporelle. Dans les années 80, ça coûtait 1,5 million d'euros. Maintenant, on a un lithotripteur pour 200 000 euros. D'accord. Alors bon, on a bien compris que pour vous, la limite de la réparation de l'homme se situe... je dirais que la réparation n'a pas de limite. Quand même, est-ce qu'on peut dire que tous les organes et l'exclusion du cerveau peuvent être changés sans état d'âme, pour conclure? Je pense qu'on arrivera à quasiment changer tous les organes. Sauf le cerveau. Alors, les neurones, il y a déjà des implantations de neurones qui se font. Enfin bon. Je ne sais pas jusqu'où nous irons, mais on s'aperçoit de cette plasticité énorme de ces 1300 grammes. Utiliser la plasticité du cerveau n'est pas la réparer. Non, mais peut-être qu'on va arriver, je pense qu'on arrivera à remplacer de plus en plus de neurones à terme. Et ça, c'est bien, mais sans m'en rajouter pour faire semblant d'être plus fort. Alors, on arrive à la deuxième partie de cet entretien. L'Homo artificialis, le héros de votre dernier ouvrage, c'est donc pas juste un homme réparé, mais un homme augmenté. Si je vous écoute, c'est Robocop qui quitte la fiction, pour les plus jeunes, Iron Man qui se démocratise, c'est ça? Absolument, c'est exactement ça. C'est en fait, nous sommes à une ère où les robots, qui utilisent donc
une intelligence artificielle, bien évidemment. Donc, intelligence artificielle et robots sont en train de nous remplacer peu à peu dans la vie active, dans le travail. Et il va falloir être en bonne intelligence avec eux et surtout ne pas les augmenter eux aussi au point qu'ils pourraient un jour nous dépasser. C'est une question qui n'est pas absurde. Et les meilleurs spécialistes du sujet, comme Bill Gates, comme même Elon Musk ou Hawking, ont lancé il y a 1 an et demi un appel en disant attention à l'intelligence artificielle, jusqu'où ne pas aller trop loin. Oui, il y en a qui... Enfin, on peut dire qu'il y a une différence entre, effectivement, Bill Gates, qui tire un peu le signal d'alarme, et puis les autres qui, plutôt, seraient plutôt prêts à aller un peu trop loin. Donc, on peut l'augmenter dans plusieurs dimensions. On va d'abord parler des capacités physiques. En quoi ça vous gêne si demain, je cours le marathon en 1 heure et que je projette 200 kilos à 200 mètres? Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Ce n'est pas que ça me gêne en soi, c'est que, il faudra me rajouter des instruments qui, d'abord, vont complètement transformer mon cerveau. À une vitesse inimaginable. Pour le moment, je ne vous parle que du physique, je ne vous parle pas du cerveau. Hein. Oui, mais si je cours, mais à partir du moment où j'ai des jambes qui vont être avec des systèmes qui peuvent être des exosquelettes, par exemple, ça me change complètement aussi mon cerveau, parce que je ne vais plus être le même. Donc, dès que vous touchez au corps, vous touchez à la tête. Et vous modifiez le bonhomme. Je ne dis pas nous modifions en permanence. Oui, non, mais là, j'ai pris des exemples extrêmes. Mais vous avez raison. Non, projeter 200 kilos à 200 mètres, c'est complètement stupide. Mais que je sois capable de soulever 50 kilos sans avoir mal au dos et dans la vie de tous les jours, si je fais un métier manuel, ça peut m'intéresser quand même. Mais qui le fera? C'est le robot. L'aide-soignante, elle soulève 1 tonne par jour en moyenne. Ouais. 1 tonne. Le nombre de malades. Non, mais là, on est sorti de l'hôpital, là. C'est pas le robot, là. Mais l'aide-soignante, elle soulève à peu près 1 tonne. Demain, vous verrez que ce sont des robots qui vont prendre les malades du lit pour les mettre sur le côté, de façon à ce qu'on change les draps et qu'ils reposeront. Et la personne sera à la relation humaine, elle ne sera plus à ce geste lourd. Donc, oui, on va être aidé, mais ce n'est pas la peine que moi, je me change moi-même. C'est le côté dopage qui vous gêne ? C'est le côté augmentation brute, sans finalité propre, sans autre chose que plus de puissance. Et c'est très, excusez-moi, mais c'est un vrai problème que l'on retrouve. C'est une notion très pacifique au sens de l'océan Pacifique. Les Américains et les Chinois sont sur le même mode de pensée. Le toujours plus quantique, le toujours plus mécanique. Les vieux Européens que nous sommes ont une autre vision des choses. Et vous allez voir que on va se retrouver, on est déjà aujourd'hui avec la DARPA, l'agence de défense, l'agence de la recherche de la défense américaine, qui met des millions de dollars chez Google, Apple et dans les startups de la Silicon Valley. Ces boîtes de la Silicon Valley et Hollywood, tous ensemble, Hollywood qui vous fait tous ces films de science-fiction, pour nous pousser à ça, pour faire en sorte que nous voudrions nous pousser à être ces hommes-là ou à ces nouveaux êtres. On est dans un business total. Oui, mais enfin bon... Mais non, mais regardez-le. Et les Chinois sont pareils. Tarzan, ça date de quand on était gamin. C'est pas pour ça que ça a changé forcément. Ça n'a pas forcément changé votre vie. Oui, mais c'était Tarzan. Donc vous êtes, j'allais dire quelque part, le Pierre de Coubertin de la médecine, c'est-à-dire tout ça, il faut respecter l'homme, l'égalité. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire déjà, avant d'aller faire tout ça, dire que il y a une perte d'égalité entre les hommes qui est évidente. On est en clair face à une médecine de très très riche, face à une médecine de pauvres et un fossé qui va se creuser définitivement avec cet homme... vous posez la vraie question, c'est qu'on va aller à une humanité, alors là, véritablement duale. Les super-hommes connectés, branchés, avec un cerveau qui va pouvoir intégrer des milliards de données, un corps qui peut-être, comme vous le disiez, va complètement nous permettre d'aller vite et loin. Et à côté de ça, on est en train de crever du côté du Soudan et de l'Éthiopie et de la Somalie. Et c'est pour ça que je vous dis que les problèmes éthiques ne sont pas forcément le fait qu'on soit augmenté, pourquoi pas, mais le fait qu'il faut faire attention. Donc on risque véritablement... Vous parliez tout à l'heure des exosquelettes, des membres artificiels, ça existe. Oui. On ne va pas les refuser. Mais pas du tout. Et là encore, l'agence de défense américaine est peut-être la plus en avance dans le domaine parce qu'elle doit réparer ses soldats blessés. Et elle fait des prothèses exceptionnelles, mais ce sont des prothèses qui réparent, qui remplacent le membre. On peut aussi dire qu'on va vers la fin des donneurs pour des greffes. C'est quand même des choses qui sont tout à fait. Tout est dans ce sens-là, pour réparer, pour remettre à niveau, tout doit être fait. Je ne veux pas interdire quelque recherche que ce soit. Alors jusqu'ici, je crois que les gens vous suivent en disant il y a des nuances.
Par contre, là, vous, alors, vous êtes résolument vent debout contre l'augmentation des capacités cognitives. Là, j'ai envie de procéder par étapes, parce que en quoi ça vous ennuie qu'on augmente la mémoire? On connaît tous les hypermnésiques. Vous savez, on en a tous rencontré dans la vie, même si c'est sûrement pas forcément facile à vivre pour eux. En quoi ça vous choque si on perce le mystère de l'hypermnésie, que la neurobiologie, puisque les progrès sont faits là, vont nous dire qu'il y a des neurotransmetteurs qui vont artificiellement augmenter nos capacités de mémoire? En quoi c'est choquant, ça? Mais on connaît ça déjà avec la drogue, avec les drogues et les produits qui nous modifient. Mais bien sûr, et qui créent parfois les plus belles pages de musique, de poésie, et les plus beaux tableaux et les plus belles sculptures. Ce sont souvent des êtres totalement déchirés en eux-mêmes parce qu'ils sont sous l'empreinte de produits qui leur modifient le cerveau. Je ne vous parle pas de ça, je ne vous parle pas des drogues qu'on a pu inventer, je parle des neurotransmetteurs qu'on va voilà découvrir. Ce qui va se passer. Oui, mais... Non, mais vous dites que ce sont des drogues. Moi, je dis simplement, si on peut augmenter les capacités de mémoire, pourquoi se refuser ce plaisir-là? Mais pourquoi l'augmenter puisque je l'ai dans la boîte? Pourquoi faut-il qu'on l'intègre? Parce que vous ne savez pas le sortir de la boîte, on ne sait pas le sortir de la boîte. Pourquoi une personne est hypermnésique et moi je ne le suis pas? Je ne veux pas, mais on peut en discuter, je ne veux pas que l'on m'introduise des outils qui amélioreraient ma cognition, ma mémoire, ma capacité de calcul, alors que j'ai un instrument qui est à côté de moi, que je peux avoir dans la poche et qui le fait très bien. Je veux rester dans mon intégrité d'homme biologique. On le sait très bien, la nature est capable de se venger d'une façon terrible. On ne pourra pas accepter des milliards d'informations supplémentaires comme ça d'un jour à l'autre parce qu'on nous aura mis des électrodes dans le cerveau. En plus, sachez bien que ce que l'on sait de ceux qui ont des électrodes implantées, il y a quand même, la vie est quelque chose d'extraordinaire. La substance gliale, quand elle voit les électrodes, peu à peu, elle se met autour, elle enrobe les électrodes pour les empêcher de marcher. On est nul par rapport à ce que fait le vivant. Nous croyons que en être démiurgique, que nous allons tout comprendre et tout gérer, c'est faux. C'est donc dangereux ou un but de copier et d'imiter la nature? Alors, ce qu'on appelle la rétro-ingénierie, c'est-à-dire le copier la nature, est intéressant et souvent aboutit à des catastrophes. Quand on regarde les premiers aviateurs qui ont essayé d'imiter les oiseaux, ils se sont tous crachés au sol. Il a fallu donc créer un instrument qui n'était pas comme un oiseau, qui ne battait pas des ailes. Donc, se méfier beaucoup de on a inventé l'avion qui est pas mal quand même. Oui, mais il va pas des ailes. D'accord. Donc, il a fallu lui créer des moteurs et donc faire un plus lourd que l'air. Vous dites qu'on est encore très incapable de comprendre les réseaux de pensée, mais est-ce que ce n'est pas qu'une simple question de temps? Alors là, je suis de ceux qui pensent que ce qui fait notre différence par rapport à la machine, par rapport à l'intelligence artificielle la plus aboutie aujourd'hui, c'est l'incroyable complexité de nos réseaux neuronaux. Nous ne sommes que des réseaux. Et la résonance magnétique nucléaire fonctionnelle commence à avoir des belles images. Alors on voit de la couleur rouge, de la bleue, de la verte. C'est tout à fait balbutiant. Nous voyons des zones qui s'éclairent. Ça ne dit absolument pas ce qui se passe exactement en rétroboucle, en milliards de petits systèmes qui vont se balader les uns les autres dans la milliseconde. Nous sommes quelque chose d'unique, d'incroyablement unique, qu'aucune intelligence artificielle aujourd'hui n'a pu faire. Et je ne pense pas, contrairement aux démiurges de la Silicon Valley, que l'on puisse un jour aboutir à ce qu'on nous comprenne nous-mêmes et qu'on fasse mieux que nous de façon scientifique ou numérique. Vous êtes contre le fait d'implanter un ordinateur dans le cerveau, tout bêtement, c'est ce qu'ils veulent faire Oui, je vois implanter un ordinateur dans le cerveau, on sera triste. Hein. Vous aimez les médecins, vous n'aimez pas les ingénieurs, vous, hein, en fin de Si, compte, j'aime bien, au contraire... Pourtant, vous leur avez retrouvé à la porte, mais vous n'aimez pas les ingénieurs, c'est clair. Oui, parce que, vous savez pourquoi? C'est que, si, j'aime les ingénieurs, mais je sais qu'ils ont toujours tendance, et c'est leur nature que je comprends, à vouloir toujours aller plus loin. Moi, j'ai besoin qu'on stabilise des produits pour les utiliser à ceux qui sont malades ou blessés. Alors, il y a plusieurs aspects qui vous gênent, et je vous le concède. D'abord, une question, c'est le robot que l'on tente de transformer en homme ou l'homme que l'on veut robotiser? Elle est embêtante, cette question-là. C'est pas tout à fait la même chose. C'est une très belle question parce que vous avez des robots humanoïdes, notamment au Japon, qui travaillent énormément sur le sujet, qui arrivent à vous imiter complètement. Des Japonais font fabriquer des robots de leur conjoint mort et font l'amour avec lui. Non, mais voilà où on en est, dans un pays où la matière a une âme.
ou la pierre du jardin zen a une âme. Donc on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et vous avez plutôt... il donne une âme au robot. Il donne une âme au robot, oui, absolument. Ah, c'est pour ça que ça nous est incompréhensible. Et puis vous avez en Occident plutôt des robots qui ne sont pas vraiment humanoïdes, qui ont parfois une tête et 2 bras, 4 jambes, enfin ça ressemble pas beaucoup. Mais qu'on lui mette un physique ou pas, le problème c'est de lui donner la puissance de nous contrôler ou pas. Là vous dites imiter une personne morte ou lui donner un aspect humanoïde, le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'un jour, est-ce que les robots vont pas pouvoir eux se connecter et prendre le pouvoir ? Alors, parce que c'est une des craintes de Bill Gates. Hein. Oui, mais je crois que, attendez, avant d'aboutir à une conscience de sa conscience telle que nous sommes bâtis, ce qui nous permet de vivre en société, d'être dans les concepts, c'est notre différence avec l'animal, ça. Je pense qu'il y aura du temps, je pense qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'il y aura une limite. D'abord à la puissance des machines. Vous savez que le silicium a sa limite. On est en train de l'atteindre et que certains pensent, ils travaillent sur des systèmes quantiques. Mais le quantique, c'est vraiment fait pour le micro-micro. Et dès qu'on passe un instrument de taille normale, ça ne marche plus. Donc vous êtes confiant sur l'intelligence de l'homme par rapport à l'intelligence artificielle, pour que l'intelligence de l'homme est toujours un petit temps d'avance pour pouvoir oui, je pense que oui. Déconnecter l'intelligence artificielle. Et elle aura, un dernier point, elle aura toujours cette capacité de dire non. Ou ce qui fait notre différence avec le robot humanoïde le plus abouti, c'est que nous sommes capables de nous sacrifier pour une cause. Je suis désolé, pour un idéal. Il n'y a que l'homme pour ça. Même l'animal ne le fait pas. Et la machine ne le fera jamais. C'est notre différence. C'est-à-dire à la fois de dire non, oui. ce qui a fait l'histoire. Oui. Toute l'histoire est parcourue d'hommes ou de femmes qui ont dit non un jour. Sauf si on arrive un jour de donner une dimension mystique au robot, ça oui, c'est un autre truc. C'est un autre problème. On parle justement, on n'a pas parlé de mysticisme depuis le début de cet entretien, mais je voudrais qu'on parle du courant transhumanique. Alors, c'est un mot qu'on entend partout. Transhumanisme, je vous rappelle, pour ceux qui aimeraient avoir la définition, que le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Ça, c'est plutôt mignonné comme définition. En revanche, quand on écoute notre ami Laurent Alexandre, transhumaniste de référence, qui dit l'homme de 200 ans, qui termine ses cours en disant je tiens à vous dire que l'homme qui verra plus de 200 ans est présent dans cette salle, bonne soirée. Bon, ça effectivement, ça marche. Mais on rentre dans un autre débat d'idées, là. Et celui-là, vous ne l'appréciez pas du tout. Non, mais je connais bien Laurent Alexandre. D'abord, nous sommes 2 urologues, ouais. Et on se connaît bien. Je ne suis pas transhumaniste pour les raisons que j'ai évoquées avant. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on augmente mes capacités cognitives et physiques. Je n'en ai pas besoin. Je veux bien qu'on me répare au fur et à mesure que je vieillis. Donc, effectivement, je vais aller probablement à 120 ans, 130 ans, l'âge à peu près biologique de l'homme. De là à passer à 200 ans, 300 ans. Mais pourquoi faire ? Je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Bon. Je répète, par rapport à la densité de vie au moment où je vis, et là, encore une fois, vous ne voyez jamais le mot amour, le mot partage. Eh ben, je vais vous dire, moi, j'aimerais bien regarder un coucher de soleil dans 150 ans avec vous, dans un endroit sublime. Mais non, mais Jean-François, demain, moi, je veux... Mais alors, bon, pour quelqu'un qui est contre le transhumanisme, vous admirez beaucoup ce qu'on appelle les GAFA. Vous nous rappelez ce que sont les GAFA ? Oui, c'est Google, Apple, Amazon, Facebook et Apple. Et puis les Chinois, Baidu, Tencent, Xiaomi, qui sont en train de... Les GAFA, c'est quand même moins drôle ce qui commence à réfléchir entre eux. D'abord, Google... L'objectif avoué, rendre l'homme immortel. Alors, je comprends quand on a gagné des milliards en si peu de temps que la perspective d'être mortel est injuste. Eh ben, ils se sont dit non, c'est tellement injuste qu'on va changer. Et vous pensez que l'argent peut tout acheter ? Non. Je suis d'accord avec vous. Et là, mais vous savez, là, on est encore dans le quantitatif, donc toujours plus américain et chinois. Et je vois bien. Parce qu'ils ont les moyens. Raymond Kurzweil, qui a été acheté par Google, qui est un gourou de l'informatique, qui a créé la Singularity University, avale 30 pilules par jour parce qu'il ne veut pas mourir. Et il a, je crois, il a congelé son père en espérant le ressusciter. Depuis toujours, il y a des gens qui ont fait ça. Et oui, mais on est dans Frankenstein. Sauf que maintenant, ils ont des moyens, ceux qui décident ça, et c'est ceux qui dominent le monde. Alors, c'est là où se pose la question du passage des possibilités scientifiques à l'utilisation technique. Et là, c'est aux sociétés de répondre. On change. Oui, nous pouvons le faire. Faut-il le faire ? Oui, on sait faire péter une bombe atomique. Faut-il la faire péter ? Exactement. Et donc, on va avoir ce débat que je souhaite, qui n'est pas encore venu. J'aimerais vous poser la question, fallait-il l'inventer ou pas ?
déjà? Mais écoutez, la bombe atomique, pour prendre l'exemple qui est tout à fait semblable à ce qu'on vit aujourd'hui au point de vue du numérique, l'énergie atomique, on l'utilise dans cette salle, puisqu'on est éclairé par des centrales, qu'en médecine, vous le savez bien, on l'utilise pour les isotopes, on l'utilise pour les rayonnements et le traitement des tumeurs. Donc, on est toujours dans le bénéfice et le risque. Et je pense que l'appareil sur le problème de l'informatique, nous aurons à réfléchir. Il s'est passé quoi? Après la première bombe qui a explosé dans le désert d'Alamogordo, le projet Manhattan avec Robert Oppenheimer, 2 bombes ont pété au Japon, plus jamais depuis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un appel en 1955 par Bertrand Russell, stop à la bombe atomique. Et deuxièmement, en 1967, vous aviez le premier traité de non-prolifération. Ça marche toujours. C'est qui le Bertrand Russell de la modernité, là? Je ne sais pas, mais aujourd'hui... Personne, aucun... Sur ce thème-là, il n'y a pas encore, mais on le pousse, on aurait envie de créer une espèce de... On n'est pas en train de se faire peur devant une hypothèse totalement irréaliste, là. Alors, on se fait en partie peur, mais les choses peuvent aller beaucoup plus loin qu'on ne le croit tout de même. Donc, il faut être prudent. Je le répète, tout à fait d'accord pour développer ces outils, à condition qu'on sache quoi en faire. Et là, c'est aux sociétés, c'est à nous. Et en France, on n'en parle pas assez. Tant mieux si Fréquence M le fait, c'est parfait, parce que enfin, mais c'est important. C'est un vrai débat politique. Merci de nous donner cette importance, mais bon, on va maintenant parler d'Elon Musk. Donc, Fréquence M, Elon Musk, on n'est pas encore tout à fait dans les mêmes dimensions. Elon Musk, un des chantres du transhumanisme. Alors, je suppose que vous rêveriez d'acheter une des voitures d'Elon Musk. Vous avez presque Tesla. les moyens, oui, voilà. Donc, bon. Et puis d'utiliser la fusée SpaceX pour aller sur Mars. Attendez, on n'y est pas encore. Ça, vous n'avez pas les moyens. Vous avez, si vous gagnez beaucoup d'argent, peut-être l'occasion de faire le tour de la Lune avant la fin de la décennie, avec des touristes. Bon, tout ça, c'est mignonné. Il a aussi décidé d'aller bombarder Mars avec des bombes atomiques pour essayer de faire revivre... bon, là déjà, on commence à rentrer dans... On se dit, là, il faut peut-être préparer les médicaments et l'ambulance. Mais alors lui, il veut implanter dans un délai court l'intelligence artificielle dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui interdire? Alors, il est curieux, le Elon Musk, parce que... Il est dangereux. À la fois, il a envie de faire ça, et en même temps, il vient de mettre 2 ou 3 milliards dans une fondation pour limiter l'intelligence artificielle. Il est totalement dual. Il est paumé. Il n'a pas de but en soi. Il n'a pas de finalité propre. Et c'est intéressant de le connaître, parce que ce type a des réflexions tout à fait passionnantes. Quand il vous dit il y a probablement moins d'une chance sur 1 milliard que nous soyons réels, il n'a pas totalement tort. Nous sommes des virtuels en permanence. C'est notre cerveau qui nous reconstruit. Quand je vous vois, cher Jean-François, le verre de la salle, là, votre veste, je ne sais pas, il n'y a pas de couleur. C'est nous surtout que nos téléspectateurs ne voient pas le verre de la salle. Ils ne voient pas le verre de la salle, ils voient vraiment un autre fond. Ils voient un autre fond. Donc, en plus, vous voyez... déjà, on est totalement dans un monde de tromperie digitale. On est probablement complètement virtuel. Et sachez un truc, une seule chose. Si vous regardez ce qu'est la Terre... Nous sommes faits, vous savez, à 99,99% de vide. Et si on regarde ce qu'il y a de matière sur la Terre, qu'on la condense, les atomes simplement, on prend les protons et les électrons et les neutrons sans le vide autour, ça tient dans une boule de 100 mètres de diamètre. Voilà qui nous sommes. Nous sommes des êtres de vide. Je ne sais pas si je vais finir l'émission. Bon, alors, Elon Musk... Donc Elon Musk, c'est un garçon qui réfléchit. Il réfléchit. On connaît moins le nom des Google. Et eux, leur démarche est quand même très particulière. Très pernicieuse. Ils sont dans l'intimité totale de chacun, gérés par des ordinateurs. C'est autrement plus pragmatique, bien réel et surtout dangereux, non? Complètement. Et alors moi, mon grand regret, c'est d'avoir mis ma date de naissance un jour, parce qu'actuellement, qu'est-ce que je reçois quand j'ouvre mes emails systématiquement? Je reçois assurance pour obsèques, fauteuil roulant, escalator d'intérieur et baignoire avec porte. Et aucune cougar ne l'appelle. Et rien, exactement. Donc, c'est désespérant. Donc je crois que je vais changer ma date de naissance. Alors, on plaisante, mais on va terminer cette partie du débat avec une réflexion un peu moins drôle. L'homme marxiste et l'homme arien ont été des échecs retentissants, ce qui prouve que l'homme est plus fort. Mais au prix de dizaines de millions de morts, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le sujet à la légère, mais qu'au total, on peut être optimiste. Alors, ne pas prendre le sujet à la légère, vous avez raison. On se souvient de l'homme nouveau, on se souvient de l'homme arien. On a bien vu ce qu'étaient ces totalitarismes. Nous sommes dans un risque de totalitarisme numérique. C'est très clair. Et c'est à nous encore, les sociétés, de répondre non. Je vais plaider demain et dès aujourd'hui pour le mensonge et pour ma liberté d'être en ne répondant pas aux questions. Voilà. Et ça, quand on aura compris ça, on pourrait dézinguer tout le système.
si un jour on s'arrêtait d'envoyer des clics. Il n'y a plus rien, plus d'informations. Donc nous avons une capacité énorme de rester qui nous sommes, c'est avec des humains qui pensons et qui nous aimons. Je suis désolé. Alors, on vient d'élire un président qui est entouré de beaucoup de gens qui prônent le tout digital et qui doivent avoir... J'espère que ce débat-là est évoqué auprès de ce président. Vous demandez une réflexion éthique devant cette situation. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, les médecins se sont toujours posé des questions éthiques devant le progrès. Et semble-t-il, on y a toujours répondu avec succès, non ? Oui, mais c'est pour ça que je suis très confiant. Je suis très confiant d'abord parce que notre métier est au cœur de ces réflexions. En étant amené à réparer, en utilisant toutes les technologies, en ayant l'éthique médicale, c'est très frappant de voir que quand on discute avec des philosophes, des sociologues, le médecin est celui qui résume le tout. Parce que nous connaissons les êtres de façon unique, de façon privative, nous savons leur fragilité, et ça nous donne une capacité de réflexion incroyable. Alors comment faire quelque part un contre-pouvoir sans être réactionnaire, sans dire on va tout de suite se transformer en dire non, non, non. C'est pas facile de dire je juge. Non, bien sûr, il ne s'agit pas de dire non, non, non. Il s'agit à chaque pas d'évaluer si le bénéfice des techniques que l'on a à disposition dépasse leurs risques. Et c'est tout. Alors c'est parfois compliqué. Et je rêverais moi, de créer sur Facebook 2 milliards de connectés. Pas toute l'humanité, ça fait moins du tiers, mais c'est déjà beaucoup. Je rêverais de créer la World Consultation on Human Being, la consultation mondiale sur l'être humain, avec une dizaine de questions bien ficelées sur la robotique, l'intelligence. Que pensent les gens de pays à pays, d'âge en âge ? Les gens, je pense qu'il faut avoir votre réflexion pour être contre l'homme réparé total et l'homme augmenté. Je pense que la plupart des gens ont envie de ça. Mais il faut voir. Mais oui, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut peut-être aussi réfléchir un peu à la forme des questions. Alors, de quel droit vous dites il y a des bons et des mauvais progrès, Guy Valencien ? C'est pas la jalousie de la vieillesse qui, de temps en temps, vous fait dire des choses comme ça ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a... Oui, bien sûr. Pour moi, le progrès n'est que bon. Et si on crée un outil, une technique qui ne rend pas service à l'homme, ce n'est plus un progrès. Donc pour moi, le progrès est toujours bon, à condition de savoir, je répète, de réfléchir à l'utilisation de ce que l'on a créé, et si ce n'est pas bon, de l'éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est les États qui doivent prendre la main, ou l'affront de grand public des pays pauvres qui ont bien d'autres rêves que celui de l'homme augmenté, ou les deux ? Les pays pauvres sont très intéressés par tous les développements du numérique qui leur permettent, comme ils n'ont pas d'argent souvent, d'aboutir à des moyens diagnostiques et thérapeutiques que l'on n'utilise même pas en France. Vous avez 800 millions de portables en Afrique pour 1 milliard d'êtres humains dont le revenu moyen est extrêmement faible. Donc ces pays-là vont encore plus profiter que nous, peut-être, de l'évolution du numérique. Et je répète, moi, c'est aux États, à partir du moment où le peuple, je suis désolé, les citoyens réfléchissent. Un État ne pense que quand les citoyens le poussent à penser. Et c'est à nous, en France, de nous emparer de ce sujet, d'en discuter à fond pour savoir ce que l'on voudra faire avec ces outils qui déboulent. Et encore faudra-t-il savoir si on a les moyens, de toute façon, d'aller vers cette médecine que vous craignez. Et puis surtout, de savoir que... Et surtout d'essayer de faire comprendre aux autorités qu'il faut absolument pousser cette industrie, car nous sommes à la ramasse dans la vieille Europe. Nous n'avons aucune base de données solide, et nous sommes derrière les États-Unis et la Chine, et de loin. Ma dernière question, en fin de compte, ce que vous craignez, c'est une médecine de plus en plus efficace, mais de moins en moins humaine. Je rêve d'une médecine de plus en plus efficace. Je crains effectivement qu'elle soit de moins en moins humaine. Il faut choisir, Guy Valencien. Non, parce que je pense que dans la guérison, dans la guérison, près de 50% est aussi dû à la relation que l'on a. C'est fou, comme l'empathie permet à quelqu'un de tenir dans les mots les plus sévères. Et donc, je souhaite que nos étudiants en médecine arrêtent d'être devant leurs écrans et regardent en face les malades et leur disent « asseyez-vous et racontez-moi » et prennent le temps de les entendre. Et cela, on pourra le faire si la machine nous dégage du temps. Et je veux revenir à la consultation lente, la médecine la plus lente, bien sûr beaucoup mieux honorée, qui permet de cette relation humaine, qui va modifier les choses, au lieu de prescrire vite du bilan biologique, du bilan radiologique et du traitement. Non, racontez-moi, et prendre le temps de... C'est la médecine de demain.
Eh bien, vous voyez, on est parti dans les étoiles et on est revenu à la consultation, à votre travail de tous les jours, et c'était ça le plus important. Merci beaucoup, Guy Valencien, d'avoir participé à cette émission. Je pense que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que j'ai eu à l'animer. Je rappelle le titre de votre livre, je pense que tout le monde va se précipiter pour l'acheter. Homo Artificialis, plaidoyer pour un humanisme numérique, paru en janvier aux éditions Michalon. Merci de nous avoir suivis. Alors, comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour poursuivre la discussion. jdflemoine@gmail.com. Pour revoir toutes nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com, mais également sur notre chaîne YouTube, Fréquence Médicale. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne fin de soirée et à tous, en attendant, portez-vous bien.